Singer Marvin Gaye was shot and killed Sunday in Los Angeles, reportedly during a family argument. Marvin Gaye Sr. is being held and has been charged with murdering the singer. Marvin Gaye, la légende de la soul, était l'un des musiciens les plus en avance sur son temps du XXe siècle. Grâce à son talent de compositeur et d'interprète, il a composé des tubes qui ont fait de lui une star mondiale. La voix de Marvin était unique parce qu'elle était capable de toucher votre âme. L'homme à la voix d'ange, célèbre pour des standards tels que I Heard It Through the Grapevine, What's Going On et Sexual Healing, a passé sa vie à lutter contre ses démons. C'était un homme de contradiction. Lors de sa dernière tournée, il avait installé son dealer dans une chambre et son prêtre dans celle d'à côté. Il était toujours tellement malheureux. Il lui arrivait de parler de suicide. Pourtant, il mourra abattu par son père le 1er avril 1984, la veille de ses 45 ans. Son père lui a dit « Je t'ai donné la vie, je peux te la reprendre ». Certains pensent qu'il a poussé son père à le tuer. On pourrait dire que sa mort était programmée, mais personne ne savait quand. Michael Hunter, le célèbre médecin légiste, va enquêter sur les circonstances choquantes de son décès. Le filicide, c'est-à-dire le meurtre d'un fils ou d'une fille, est extrêmement rare, en particulier par arme à feu. J'ai ici le rapport d'autopsie de Marvin Gaye Jr., ainsi que les comptes rendus d'audience du procès de Marvin Gaye Sr., deux documents qui révèlent que père et fils étaient des drogués notoires. On dit que Marvin Gaye a provoqué son père. De mon côté, je me demande quel phénomène physiologique et psychologique était à l'œuvre dans le corps de ces deux hommes qui permettrait d'expliquer qu'un père ait pu assassiner son fils aîné. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renommée internationale, a conduit des milliers d'autopsies. Il enquête sur les morts suspectes dans l'une des plus grandes villes des États-Unis, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. J'ai été médecin légiste en chef dans de nombreuses affaires de meurtre par balle. Et ce type d'enquête est toujours délicat. Parfois, l'emplacement des blessures, les témoignages et les éléments circonstanciels nous en apprennent autant, si ce n'est plus, que l'autopsie. De nombreuses théories ont circulé sur les raisons qui ont poussé le père de Marvin Gaye à tuer son fils. Mais à mon avis, les explications avancées jusqu'ici ne sont pas convaincantes. J'ai décidé de me replonger dans cette affaire afin de découvrir ce qui s'est réellement passé dans les derniers instants de cette tragédie. 28 juin 1983, Omaha, Nebraska, 9 mois avant la mort de Marvin Gaye. Après 2 décennies de gloire, la carrière de la star piétine depuis plusieurs années. Mais Marvin Gaye fait son comeback. Suite au succès de Sexual Healing, son single 2 fois primé aux Grammy Awards, il effectue sa première tournée américaine depuis 4 ans. Il essayait depuis longtemps de remettre la machine en marche. Puis tout à coup, il écrit un tube et il se retrouve à nouveau dans les charts. Pourtant, son grand retour ne se fait pas sans accroc. Son second mariage est un échec et ses 3 enfants lui manquent cruellement. Il était très triste de ne jamais voir ses enfants. Couvert de dettes, il a beaucoup de mal à payer les pensions alimentaires et il doit des milliers de dollars au fisc. Il avait des ennuis avec le fisc. Il était harcelé parce qu'il payait en retard les études de ses enfants. Il avait ignoré une série de convocations au tribunal. Et il était poursuivi par plusieurs personnes. Cette tournée doit lui permettre de rembourser ses dettes. Même s'il ne s'est jamais vraiment senti dans son élément sur scène, Marvin essaye de se rendre séduisant pour interpréter Sexual Healing. Il se déshabillait à la fin du concert. C'était plutôt ridicule. Ça n'était pas très artistique ou sexy. Il n'avait pas vraiment envie de faire ça, mais il se sentait obligé de le faire. Il faisait de son mieux pour divertir son public. Marvin n'a plus le physique du jeune qu'il était. Il n'avait plus la ligne et il avait du ventre. Il n'était plus très séduisant. Selon le rapport d'autopsie,
Marvin Gaye mesurait 1,82 m et pesait 92 kg lorsqu'il est mort. Il avait un indice de masse corporelle de 27, donc il était en surpoids. Il n'était clairement pas en bonne condition physique pour un homme de 44 ans. Pour résumer, il n'est pas très en forme. Sa vie personnelle est un désastre et il accumule les problèmes financiers. Donc, je me pose des questions sur sa santé mentale. Marvin Pentz Gay Jr. est né le 2 avril 1939 à Washington, D.C. Il est le fils de Marvin Gaye Sr., un pasteur, et d'Alberta, une employée de maison. Le jeune Marvin grandit avec 3 frères et sœurs. Élevé dans la ferveur religieuse, il chante au sein de la chorale de l'église. Il apprend également à jouer du piano dès le plus jeune âge. Il a été élevé dans le cadre très strict d'une église appelée la Maison de Dieu. Les enfants du révérend Gay n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, ni d'écouter de la musique, ni de faire tout ce que leurs petits camarades faisaient. Mais Marvin Gaye Sr. est un homme de contradiction. Il ne se cache pas d'aimer porter des vêtements de femme. C'était un travesti. Il portait souvent un corsaire, des bas nylons, un chemisier et un chapeau en feutre. Marvin craignait d'avoir lui aussi des dispositions génétiques et qu'il ait envie un jour de se travestir comme son père. Le chanteur ira jusqu'à rajouter un « E » à la fin de son nom afin d'éviter la moindre confusion sur ses préférences sexuelles. Sous des apparences calmes, le père de Marvin est un homme autoritaire et strict. Marvin avait tendance à faire ce qu'il voulait. Il rentrait toujours en retard et se faisait régulièrement réprimander. Il était du genre à provoquer son père et à le pousser à bout. Cette relation conflictuelle a commencé très tôt. À l'inverse, sa mère le couvre d'amour. Et le jeune garçon l'adore. Mère était comme un ange qui veillait sur lui. Elle l'aimait tout simplement. Et père était jaloux. Marvin quitte le foyer familial dès qu'il le peut pour se consacrer à sa passion, la musique. À 20 ans, il arrive à Détroit où il signe rapidement avec une maison de disques encore peu connue, Motown, la nouvelle référence pour la musique noire. Marvin était très sexy, il avait une voix magnifique et on lui a écrit des chansons superbes. Rien ne lui résiste. En 1968, Marvin interprète une chanson qu'il se refusait à enregistrer jusque-là et qui deviendra le single le plus vendu de la décennie. I Heard It Through the Grapevine fait de lui une star internationale. Les tubes s'enchaînent et à la fin des années 70, Marvin est l'un des musiciens les plus célèbres au monde. 22 juillet 1983, Colisée de Charlotte, en Caroline du Nord. 9 mois avant la mort de l'artiste. Après le concert, Marvin se détend en fumant de la marijuana. La consommation de drogue risque pourtant d'abîmer sa voix. Selon les témoignages, Marvin Gaye ne parvenait plus à assurer ses performances. C'était peut-être dû au fait qu'il avait fumé de la marijuana pendant 20 ans. La consommation de marijuana peut provoquer une laryngite. C'est une inflammation des cordes vocales. Les cordes enflées ne peuvent plus vibrer pour produire le chant. Forcer sa voix peut provoquer des blessures et des lésions permanentes. Lors du dernier concert, je dois reconnaître qu'il a très mal chanté. Il n'avait plus de voix. Toute son identité s'appuie sur sa capacité à jouer de cet instrument. Sa voix lui permet d'avoir des fans, de gagner sa vie, d'être le personnage public qu'il a créé. Donc perdre sa voix a été très dur. Il a perdu une partie de lui-même. Marvin ne mettait pas seulement ses cordes vocales à rude épreuve.
La marijuana avait un impact psychologique. Quand la marijuana est fumée, le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est inhalé, passe des poumons au réseau sanguin. Une fois qu'il a atteint le cerveau, il y a un effet immédiat qui modifie la perception et qui peut altérer le jugement. Cependant, en lisant les déclarations des personnes qui le connaissaient, j'ai découvert qu'il fumait une substance beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse. Un sédatif appelé PCP, la phencyclidine, aussi baptisé Angel Dust. C'est un psychotrope incroyablement puissant et néfaste. C'est possible qu'il ait consommé du PCP. Ce genre de drogue peut vraiment vous faire perdre pied. S'il en a pris, c'est possible que ça l'ait fait basculer. Cette drogue a été développée comme sédatif, mais elle a été interdite quand on a découvert ses propriétés hallucinogènes. La consommation de PCP avec d'autres substances narcotiques psychotropes, telles que la marijuana, peut entraîner une paranoïa aiguë. Le chanteur est tellement paranoïaque qu'il est convaincu que quelqu'un essaie de le tuer. Peut-être que certaines personnes voulaient vraiment le tuer. Après tout, il avait rompu de nombreux contrats pour des concerts. Et il avait eu des relations avec beaucoup de femmes mariées. Pour des raisons de sécurité, Frankie et Dave, les deux frères de Marvin, le suivent dans tous ses déplacements. Tous deux ressemblent à leur aîné qui espère qu'un assassin se trompera et leur tirera dessus à sa place. J'étais d'un côté de la scène et Frankie de l'autre. On était un peu ses gardes du corps. Marvin insiste même pour porter un gilet pare-balles. On essayait tout le temps de lui dire « C'est faux, personne ne cherche à te tuer. Les gens t'adorent. Ils adorent ta musique. Ils veulent que tu continues à chanter tes chansons. » Bien que le rapport d'autopsie de Marvin Gaye ne révèle aucune trace de marijuana ou de PCP dans son système le jour de sa mort, on ne peut pas nier que leur consommation régulière a probablement eu des effets délétères sur son cerveau et sa voix. Plus inquiétant, l'autopsie révèle qu'il était probablement accro à la cocaïne au moment de sa mort. 14 août 1983, Pacific Amphitheater, Costa Mesa, en Californie. C'est le dernier concert de la tournée. Marvin et son entourage consomment de la drogue en grande quantité. Je ne sais pas comment il arrivait à donner tous ces concerts. Parce qu'après chaque concert, je le ramenais à son hôtel et il prenait des drogues toute la nuit. Les quantités qu'il consommait étaient de plus en plus délirantes. Mais l'appétit de Marvin pour les substances illicites est en contradiction avec sa foi. Il avait engagé un révérend baptiste pour le suivre en tournée. Et pourtant, il sniffait le moindre gramme de cocaïne qu'il trouvait. Et il n'essayait même pas de se cacher. Je vois que le rapport d'autopsie de Marvin Gaye indique un ulcère de la muqueuse nasale du côté gauche du septum. Il s'agit de la cloison entre les narines qui sépare les deux cavités nasales. Ce type d'ulcère est très fréquent chez les personnes qui ont consommé de la cocaïne pendant longtemps. Nombreux sont ceux qui estiment que l'addiction de Marvin a commencé quelques années plus tôt, lors d'un événement tragique. En 1967, alors que le chanteur est à son apogée, la Motown lui propose un duo avec Tammy Terrell, une jeune étoile montante de 22 ans. L'alchimie fonctionne immédiatement, comme le prouve leur tube « Ain't No Mountain High Enough ». La relation entre Tammy et Marvin était incroyable. C'était le couple parfait. Il y avait beaucoup d'amour dans leur musique. Ils étaient faits l'un pour l'autre, et leurs chansons et leurs harmonies étaient magiques. Il tenait beaucoup à elle. Il n'y avait rien de sexuel. Il était plus comme un grand frère pour elle. Si leur relation reste platonique, la présence de Tammy a un immense impact sur la vie et la carrière de Marvin.
Mais la jeune chanteuse connaît un destin tragique. Tammy s'est effondrée sur scène lors d'un concert avec Marvin en 1967. Elle est morte en 1970 d'une tumeur au cerveau, ce qui a profondément perturbé Marvin. Dévasté par la perte de son ami et de son âme sœur musicale, Marvin Gaye trouve refuge dans la drogue. Après le décès de Tammy Terrell, sa drogue préférée est devenue la cocaïne. Elle lui permettait d'atténuer la douleur du deuil et lui donner confiance en lui. Pour gérer la douleur, il a choisi la fuite. Et le meilleur moyen d'échapper à ses problèmes, c'est de consommer des drogues. Faciles à se procurer, disponibles partout, elles offrent une porte de sortie à ceux qui ne veulent pas affronter la vie réelle. C'est comme ça que commence la dépendance. Je vois dans le rapport d'autopsie qu'il avait consommé de la cocaïne au cours de ses derniers jours. Une petite quantité d'un de ses métabolites, le benzoylecgonine, a été détectée dans son système. Après la consommation, la cocaïne est rapidement métabolisée par le foie et produit du benzoylecgonine, un composé détectable dans les urines. Le benzoylecgonine reste dans le système pendant 2 à 4 jours, selon la quantité consommée. Donc, sa présence prouve que Marvin Gaye avait pris de la cocaïne peu de temps avant sa mort. Après la mort de Tammy, Marvin sombre non seulement dans la drogue, mais également dans la dépression. Il était détruit après la disparition de Tammy. Il a commencé à annuler des concerts et des sessions d'enregistrement. Il se disputait avec tout le monde. Marvin était dépressif. Il avait toujours l'air de broyer du noir et il n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Chaque fois que je le croisais, il était déprimé. On voyait bien qu'il n'était pas heureux et qu'il était profondément perturbé. Quelques années avant sa mort, Marvin a tenté de mettre un terme à ses problèmes de drogue et de dépression en se réfugiant en Belgique. Le milieu de la drogue n'était pas très développé à Ostende. Donc, il espérait pouvoir recharger ses batteries. Il a arrêté de se droguer et il a mené une vie très différente. Il devait se défaire de son statut d'icône et se reconstruire. Il devait décider qui était vraiment Marvin Gaye. Mais dès son retour aux États-Unis, ses problèmes ressurgissent. « 31 mai 1983, Miami en Floride, moins d'1 an avant sa mort. En plein milieu de sa dernière tournée, Marvin Gaye est hospitalisé. Il a dû annuler 2 dates. Il a été admis dans une clinique privée. Il souffrait d'épuisement et de déshydratation. J'estime que les symptômes de Marvin, notamment sa fatigue extrême, sont des manifestations physiques de la dépression. Il avait touché le fond d'un point de vue psychologique et physiologique. Au cours des jours précédant sa mort, Marvin souffrait clairement de dépression. Il s'était remis à prendre de la drogue à outrance. Est-ce que ces éléments ont joué un rôle dans sa mort ? Il existe plusieurs théories pour expliquer le geste du père de Marvin Gaye. Mais, à mes yeux, les preuves apportées ne sont pas suffisantes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me pencher sur ce cas de filicide. Je souhaite découvrir quels phénomènes psychologiques et physiologiques étaient à l'œuvre chez le père et le fils au moment des faits. « 1er mars 1984, Los Angeles, 1 mois avant la mort de Marvin Gaye. Après 5 mois de tournée épuisante, Marvin, qui a officiellement divorcé de sa seconde femme, Janice, retourne vivre chez ses parents. J'étais souvent chez eux, parce que sa mère m'aimait bien. Marvin souhaite rester auprès de sa mère qui est souffrante depuis peu. Tout le monde était réuni. Il y avait beaucoup d'amour et de rire. C'était magique, jusqu'à ce qu'un vent glacial vienne balayer tout ça. Le chanteur se bat toujours contre la dépendance aux drogues. La cocaïne avait une emprise de plus en plus forte sur lui. Il ne pensait plus qu'à ça.
De nombreux amis et connaissances de Marvin passent régulièrement au domicile familial. Il y avait plein de problèmes en permanence. La maison était pleine de gens louches. Les drogues ont vraiment pourri l'ambiance. C'était affreux. Le retour du fils prodigue déplaît à son père. Il est contrarié par la consommation de drogue et la présence sous son toit des fréquentations de son fils. Ses relations avec Marvin se détériorent. Le père de Marvin voyait d'un très mauvais œil la vie de débauche de son fils. De plus, Marvin Senior n'a jamais accepté que son fils ait du succès. Je pense que son père était très jaloux du fait que son fils soit célèbre. Il lui disait « Tu as du succès dans ce monde matérialiste et diabolique. Je ne suis pas d'accord. » Certains ont affirmé que Marvin Gaye Senior était jaloux de son fils parce que sa carrière à lui était décevante. Le succès de Marvin Jr. n'aurait fait que renforcer son sentiment d'échec. Le père de Marvin était très autoritaire. Son fils est devenu l'une des plus grandes stars de sa génération. Donc, il a dû se sentir émasculé par ce succès. C'est pour cette raison que leur relation a été très tumultueuse et qu'elle n'a fait qu'empirer avec le temps. Durant son enfance, Marvin doit composer avec l'autorité d'un père inflexible. Et il souffrira longtemps de sa brutalité. Si Marvin faisait des choses qui déplaisaient à son père, celui-ci n'hésitait pas à le battre avec sa ceinture ou avec une lanière en cuir. C'est très dégradant d'être battu. C'est déshumanisant, surtout lorsqu'il s'agit d'un parent. C'est encore pire quand vous êtes le seul d'une fratrie à subir ces mauvais traitements, parce que vous êtes isolé. En conséquence, Marvin a dû nourrir une colère sourde et profonde et un cruel sentiment d'infériorité. La relation entre Marvin et son père a toujours été mauvaise. Ça se passait toujours mal entre eux. 18 mars 1984, Los Angeles, 2 semaines avant sa mort. Marvin Gaye est retranché dans sa chambre. Ses amis commencent à s'inquiéter pour lui. Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis un certain temps. Je suis allé lui rendre visite et quand je suis arrivé, ça lui a pris du temps de descendre. C'était comme si toute la maison était plongée dans une atmosphère très sombre. J'ai compris qu'il n'était plus lui-même et qu'il avait perdu la volonté de vivre. À mesure que Marvin se ferme au monde, sa paranoïa s'aggrave. Il pensait qu'on voulait le tuer. Il avait entendu des voix dans le téléphone, donc il avait arraché tous les câbles du mur. Et depuis sa fenêtre, il voyait des ombres dans les fourrés. Marvin a tellement peur qu'on veuille l'assassiner qu'il offre à son père un Smith & Wesson de calibre 38 pour que ce dernier puisse assurer la protection de la famille. Marvin savait-il que ce pistolet deviendrait bientôt l'arme de son propre meurtre? La paranoïa va de pair avec les drogues qu'il consomme. Il est probable que son instabilité mentale se traduise par une hypersensibilité à toute forme de menace. Il réagit de façon excessive à tout événement négatif et il cherche à se protéger. Selon les témoignages, la paranoïa l'a conduit à se réfugier dans les drogues. C'est un cercle vicieux. La drogue alimente la paranoïa et la paranoïa le pousse à se droguer. On aurait dit qu'il avait pris trop de drogue ou qu'il était resté trop longtemps seul chez lui à ne rien faire. On ne voyait plus la flamme qui l'animait autrefois. 20 mars 1984, Los Angeles, moins de 2 semaines avant sa mort. Paranoïaque et déprimé, Marvin commence à nourrir des pensées suicidaires. Je l'ai retrouvé seul dans sa chambre, avec un revolver. J'ai dit, Marvin, qu'est-ce qui te prend? Mais il n'est pas allé au bout de son geste. Ce n'est pas la première fois qu'il envisage de se suicider. 4 ans avant sa mort, il a connu plusieurs épisodes d'overdose.
I tried to commit suicide through an overdose of cocaine. I was in an emotional state, but I'm pretty depressed most of the time. J'ai eu peur qu'il se suicide parce qu'il était tout le temps malheureux, tout le temps. Marvin voulait en finir, mais il n'a jamais appuyé sur la gâchette. Je pense qu'il était perturbé. Marvin est entré dans une phase d'autodestruction dont il ne ressortira jamais. Il essaye tout pour aller mieux, que ce soit les drogues ou même manipuler une arme à feu pour tester ses limites. C'est un jeu macabre. Il se dit « Je suis vivant, mais je ne veux plus être là ». Il cherche à fuir la douleur qui est devenue omniprésente dans sa vie. Il semblerait que Marvin Gaye Jr. n'est pas le seul membre de la famille dont la santé mentale se détériore. Michael Hunter a trouvé la preuve que son père se battait lui aussi contre ses propres démons. Dans le dossier judiciaire, je vois que son père était alcoolique. On dit qu'il buvait beaucoup au cours des dernières semaines avant le drame. Il adorait la vodka et il en buvait dès le matin. La vodka a tendance à rendre les gens un peu grognons dans la journée. L'abus d'alcool à long terme peut entraîner la destruction du cerveau et du système nerveux, ainsi que la dépression et certaines formes de démence. Il peut également provoquer des comportements irrationnels et violents. Est-ce que l'alcoolisme du père de Marvin a joué un rôle dans son geste meurtrier ? 30 mars 1984, Los Angeles, 2 jours avant la mort de Marvin Gaye. La pression est telle que la maison s'est transformée en cocotte minute. Le père et le fils se sont enfermés dans leurs chambres respectives pour s'abandonner à leurs démons. C'était comme si toute la famille vivait dans une maison hantée. Un nuage d'énergie négative planait au-dessus. Si vous deviez passer pour une raison ou une autre, il valait mieux se dépêcher et déguerpir au plus vite, parce que le père était devenu imprévisible. Retranché dans sa chambre pour se droguer, le chanteur semble apaisé et fait preuve de philosophie. Marvin m'a dit « Les anges veillent sur moi, j'en suis convaincu. » Ensuite, il m'a dit « Dave, tu sais que je t'aime. Tu as toujours été là pour moi. » Je lui ai répondu « Marvin, moi aussi je t'aime. » C'est la dernière fois que nous nous sommes parlé. « 31 mars 1984, Los Angeles, la veille de sa mort. Marvin est tourmenté. Il passe du temps dans la chambre de sa mère qui lui lit la Bible pour le rassurer. Quoi qu'il fasse, elle le voit toujours avec les yeux de l'amour. Sa mère n'aurait jamais critiqué Marvin. Elle l'adorait et l'a toujours soutenu. La relation entre Marvin et sa mère est très forte. Il la préfère à son père et il est son fils préféré. Tout le monde le sait et c'est une source de ressentiment pour le père de Marvin. Le ressentiment se transforme parfois en rage. Le père de Marvin a égaré des documents importants et il cherche quelqu'un sur qui rejeter la faute. Ma sœur m'a dit de ne plus venir à la maison parce que la situation dégénérait. Le père perdait les pédales, Marvin aussi. Il y avait beaucoup de disputes et de dissensions. 1er avril 1984, Los Angeles, midi. Le jour de la mort de Marvin Gaye. Marvin et sa mère sont en train de lire la Bible. Marvin Senior essaie encore de remettre la main sur ses documents. Alberta! Where my insurance papers? You had them last week. Sign them. I told you her, not you. Get out. Don't touch me. Get out of my house.
Marvin ne supporte plus que son père donne des ordres à sa mère. Après des décennies d'inimitié, le conflit explose. Alberta emmène son fils dans sa chambre. Mais Marvin Gaye Sr. refuse d'en rester là. Il prend une arme, celle-là même que lui a offerte son fils pour protéger sa famille, et entre dans la chambre de Marvin Jr. Il tire une seconde fois. Étourdi, le meurtrier retourne dans sa chambre. Frankie, le frère de Marvin, qui était dans une petite maison d'amis près de la maison principale, entend les coups de feu. Il se précipite dans la maison de ses parents et découvre la tragédie. Les secours arrivent rapidement, mais refusent de pénétrer dans la maison tant que Marvin Sr. et l'arme à feu sont à l'intérieur. Le chanteur meurt dans les bras de son frère, tandis qu'Irène, la femme de Frankie, cherche désespérément l'arme du crime. Selon le rapport de police, Marvin nageait dans une mare de sang, donc il a été très grièvement blessé. Il est possible qu'il ne soit pas mort sur le coup, mais 20 minutes après les faits, quand les secours ont enfin pu accéder à la chambre, la quantité de sang perdu était bien trop importante. « 1er avril 1984, 12h55, au California Hospital Medical Center. Marvin est conduit aux urgences. Les médecins font tout pour le sauver. Ils ont pratiqué une thoracotomie, une incision au niveau du torse pour identifier la source de l'hémorragie et éventuellement effectuer un massage cardiaque afin d'encourager l'afflux de sang vers les organes. Mais leurs efforts restent vains. Le 1er avril 1984 à 13h01, le décès de Marvin Gaye Jr. est prononcé. Il aurait eu 45 ans le lendemain. Le téléphone a sonné. C'était Irène, la femme de Frankie, qui m'a dit « Viens vite, papa a tiré sur Marvin ». On est allé au commissariat avec sa mère. Elle a raconté tout ce qui s'était passé à la police. C'était fini. J'ai senti que mon frère n'était plus là. Je n'en revenais pas que la situation ait dégénéré au point que notre père décide de l'assassiner. I love him. His music always had a meaning in it. A lot of people cared about him. Gonna miss him. Le docteur Hunter réexamine les rapports établis sur la scène de crime. Il a établi une nouvelle théorie sur les événements qui se sont déroulés ce jour-là et propose une lecture radicalement différente. Marvin Gaye Jr. a reçu 2 balles. Au procès, l'accusation a affirmé que le premier coup l'avait atteint à la poitrine et le second à l'épaule. Mais après un examen, je pense que les coups ont été tirés dans l'ordre inverse. Lors du procès, il a été établi que Marvin Gaye Sr. avait eu l'intention de tuer son fils.
First shot was fired at some distance. The second shot was fired at close to point-blank range. So apparently he moved in, indicating he had time to reflect on what he was about to do. Mais en décortiquant le rapport d'autopsie, le docteur Hunter renverse les précédentes conclusions de la justice. La justice a estimé que le premier coup avait été tiré de loin et le second à bout portant. Je pense que l'accusation en est arrivée à cette conclusion parce que c'est la plus logique. La plupart des meurtriers tirent d'abord de loin et s'approchent une fois leur victime immobile pour tirer une seconde fois. Cependant, je pense qu'en l'occurrence, c'est l'inverse qui s'est produit. La première chose à laquelle je m'intéresse, dans une mort par balle, c'est la manière dont la balle a touché la victime et la position du meurtrier. Selon mon analyse, le premier coup a atteint l'épaule gauche. La blessure indique que les hommes étaient face à 60 cm l'un de l'autre. Quand le père a tiré, la balle est entrée dans l'épaule du fils, juste sous la clavicule, et elle est ressortie dans le dos sans provoquer de blessure mortelle. Cependant, l'impact est suffisant pour le faire tomber. Cette théorie est étayée par les éraflures présentes sur ses genoux et sa main gauche. Le second coup, probablement mortel, a été tiré dans la poitrine, sous le mamelon. Son étrange trajectoire a fait des ravages. La balle a effectué une diagonale à travers le poumon, le cœur, le diaphragme, le foie et le rein, pour finir sa course dans le côté gauche du torse. Cette trajectoire suggère que Marvin faisait face à son père et que ce dernier avait probablement reculé au moment où il a tiré. Selon le Dr Hunter, l'angle de chacune des balles permet de définir l'ordre dans lequel elles ont été tirées. Marvin Gaye Sr. a été inculpé d'homicide volontaire sans préméditation. En effet, les médecins ont fait une découverte étonnante, suggérant qu'il n'était peut-être pas responsable de ses actes. Suite à son examen médical pratiqué après les faits, les médecins ont détecté une tumeur dans le cerveau de Marvin Gaye Sr. Les tumeurs cérébrales peuvent déclencher des changements de personnalité, de la confusion mentale, de l'anxiété, des sautes d'humeur et un comportement agressif. Cet homme, qui était aussi alcoolique, avait donc tendance à s'emporter et à se comporter de manière irrationnelle. The nature of the tumor and the location of the tumor causes Father Gaye to go in and out. And by that we mean that on any one given day he can appear competent and on another given day he can appear incompetent. En conséquence, la justice a estimé que Marvin Gaye Sr. ne pouvait être tenu pour responsable de ses actes. De plus, la légitime défense a été retenue comme circonstance atténuante. It seems to be agreed by everybody that the young man who died tragically provoked this incident, and it was all his fault. Cette opinion partagée par tous ceux qui pensent que Marvin Jr. était sous l'emprise de la drogue a été alimentée par les médias. Car dans le rapport toxicologique, on voit qu'il n'y avait pas de cocaïne active dans son corps au moment de sa mort. J'ai découvert des traces d'un métabolite de la cocaïne dans son système sanguin. Mais cela indique seulement qu'il en avait consommé au cours des jours précédents. Donc la cocaïne n'a pas altéré son comportement au moment des faits. De plus, en dépit de ce qu'ont annoncé les médias, aucune trace de PCP n'a été retrouvée dans son sang. Donc je ne pense pas que le comportement du chanteur ait été modifié par la drogue. Le Dr Hunter reconnaît que les provocations de Marvin ont déclenché la fusillade. Il est convaincu que tout était entièrement calculé. Je me demande pourquoi, dans la mesure où le premier coup ne l'a pas immobilisé, il n'a pas essayé de faire tomber son père, ou au moins de s'échapper. Je pense qu'il faut considérer un autre facteur, sa dépression. Le Dr Hunter sait que Marvin a déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. I tried to commit suicide. I'm pretty depressed most of the time. Marvin Gaye aurait pu survivre s'il avait tenté d'échapper à son père. Cet homme de conviction qui lui avait dit « Je t'ai donné la vie, je peux te la reprendre ». Son fils, qui avait tout ça en tête, a très bien pu le provoquer pour précipiter sa mort.
Il a dû se dire, si je mets mon père suffisamment en colère, alors peut-être qu'il fera ce qu'il a dit. Il savait forcément quelles seraient les conséquences. C'était un scénario tordu, mais qui faisait d'une pierre deux coups. Punir le père et abréger la vie du fils. Je pense que c'est un suicide. Il voulait que son père le tue. Il voyait là le moyen de le faire souffrir en le rendant coupable de filicide. Je pense vraiment que Marvin avait prévu tout ça. I mean this from my heart. I wish I could do it back. I wish, I just really, it's killing me. And I'm paying the price for it too. I really am. God knows I'm doing it for you. Marvin Gaye Sr. plaide coupable à l'accusation d'homicide volontaire. Il est condamné à 6 années de prison avec sursis. Il décédera des suites d'une pneumonie 14 ans après le meurtre de son fils. Marvin Gaye était un artiste de talent, mais la joie qu'il a apportée à tous ses fans était absente de sa propre vie. Son père lui a peut-être offert une porte de sortie. Travailler à ses côtés a été une des plus grandes expériences de ma vie. Il avait enfin retrouvé le succès. Quel gâchis. Il me manque encore. Ce qu'on doit retenir, c'est l'amour que Marvin a donné au monde. On s'est beaucoup amusé ensemble. Il me manque beaucoup. C'est l'un des meilleurs amis que j'ai jamais eus.